Bienvenue sur ce nouvel épisode de Préhistorex. Aujourd'hui, on se retrouve à Colpeau pour visiter deux cairns, les cairns de l'Arcuste. On se retrouve directement après le générique. Nous voilà arrivés sur les cairns de l'Arcuste. Le site date au moins de 3540 avant notre ère. Il s'agit de deux cairns qui ne devaient en former qu'un seul dans sa phase finale et qui étaient peut-être recouverts d'un tumulus. Le site fait partie de l'ensemble mégalithique des Landes de Lanvaux, un important ensemble morbihanais. Alors c'est vrai qu'on connaît plutôt celui du littoral, mais celui-ci est tout aussi intéressant avec près de 300 mégalithes répertoriés. Le site a été fouillé pour la première fois au XIXe siècle par la Société polymatique du Morbihan, une des plus vieilles sociétés savantes de France, puis une seconde fois entre 1968 et 1972 par deux archéologues, Joël Le Cornec et Jean-Lel Gouache. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter sur le début des fouilles. Il se trouve que Joël Le Cornec était en train de prospecter dans les Landes de Lanvaux quand il est arrivé sur le site. Et alors tout à fait par hasard, il y avait un bulldozer qui allait détruire les cairns. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est interposé en mode Gandalf devant. Et après quelques échanges houleux, il a quand même réussi à faire en sorte que le propriétaire ne détruise pas les cairns. Et c'est comme ça que les fouilles ont commencé en 1968. Donc c'est quand même assez dingue de se dire qu'à quelques minutes près, à quelques heures près, on n'aurait pas eu la chance de visiter ces superbes cairns. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu des méthodes de fouilles archéologiques, de comment est-ce qu'on fait pour arriver à telle ou telle conclusion, voire à aucune conclusion du tout. Et sur ce, je pense qu'on va se diriger vers le cairn 1. C'est un cairn qui fait approximativement 13 mètres sur 8 mètres 50 et qui comprend deux dolmens. Alors tel qu'on le voit, il apparaît de forme un peu convexe, même si à l'origine, il devait être plutôt rectangulaire. Alors certainement que vous vous posez la question de comment est-ce qu'on fait pour redonner la forme initiale à une sépulture comme ça. Pour donner un exemple relatif à ce cairn, lors des fouilles de 68, celui-ci était complètement éboulé, recouvert de végétation, enfin bref, il était en vrac, donc c'est pas forcément évident de lui redonner une forme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les pierres au sol et en fonction de la façon dont elles sont disposées, on va réussir à lui redonner une forme approximative en analysant comment elles sont tombées. Il peut aussi y avoir des pans de murs qu'on retrouve intacts, comme juste ici derrière. Avec tous ces paramètres, on va réussir à lui donner approximativement sa forme d'origine. Bon, il va de soi que quand on fait une fouille, on ne se concentre pas uniquement sur le monument, mais sur tous les petits détails alentour, poteries, traces de repas, outils. Tout ça peuvent être des mines d'informations précieuses sur la vie des hommes du néolithique. Donc pour ça, il va falloir déjà entièrement décaper le monument de toute sa végétation. Puis de là, on va délimiter un périmètre tout autour qu'on va diviser en sections de 1 mètre cube. De là va pouvoir commencer la fouille stratigraphique. On va travailler de la strate la plus récente à la plus ancienne.
À chaque fois qu'on va trouver un petit quelque chose, l'objet va d'abord être photographié dans son environnement, puis il va être numéroté en fonction de sa position dans la section. Comme ça, on va pouvoir se référer à son emplacement après la fouille. Le cairn comprend 2 dolmens et je pense qu'on va aller maintenant les visiter. Donc je vais passer par le cairn 1. Ce dolmen possède un couloir de 2,80 m environ, avec une chambre funéraire d'environ 3 mètres sur 3. Et il est constitué de grandes dalles de pierre, comme un dolmen classique. Au moment d'une fouille, chaque dalle de pierre va se voir attribuer un numéro, AN1 ou AS1 pour celle de l'entrée par exemple, AN pour antichambre nord et AS pour antichambre sud. Pour les dalles de la chambre, ça va être C1, C2, C3, C4, etc. Sur ce dolmen, la dalle C6, donc celle qui est juste derrière moi, comprend une gravure, un petit U aussi appelé signe jugiforme. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on a pu retrouver sur d'autres dolmens, notamment au Manelu d'Alok-Mariaker. Quand on retrouve une même occurrence plusieurs fois, on peut commencer à se dire que c'est une chose commune à toutes les sociétés néolithiques, au moins du Morbihan. Après, c'est toujours difficile à dire, étant donné qu'on n'a pas d'écriture. On a des pistes, mais on se garde de trop interpréter. Ce dolmen est constitué sensiblement de la même manière que le premier. On n'a retrouvé aucune dalle de couverture, ce qui veut dire qu'elles sont soit manquantes, soit que la couverture était en encorbellement, un petit peu comme au cairn de Barnenez. En tout cas, la façon dont étaient disposées les pierres quand on les a retrouvées lors des fouilles indique qu'il y a eu un effondrement précoce. C'est vrai que pour nous qui visitons le site, c'est un peu dommage, mais ça a quand même un avantage, c'est de préserver le mobilier funéraire qu'il y a en dessous. Il se trouve qu'on a retrouvé les tessons d'une urne protohistorique, ce qui indique que le monument a été en activité au moins jusqu'à la protohistoire. Vous voyez, c'est là où il faut être vraiment minutieux parce que pendant une fouille, plusieurs périodes peuvent se regrouper et ça peut devenir très dur à analyser. En dehors de ça, on a retrouvé très peu de mobilier funéraire, comme pour le dolmen 1, quelques tessons de poterie et quelques éclats de silex, mais rien de notable. Comme vous pouvez le voir, ce cairn est assez différent des deux autres. Il contient un dolmen que l'on peut qualifier de dolmen à transept, avec un couloir de 10 mètres de long, un couloir central et 6 petites chambrettes latérales. La particularité de ce dolmen, c'est qu'il est uniquement fait en pierre sèche, sans orthostate comme les deux précédents. En revanche, cette fois-ci, on a bel et bien les dalles de couverture. Donc je pense qu'on va aller directement visiter tout ça. Comme je le disais tout à l'heure, le dolmen est composé de 6 petites chambrettes latérales. Celle-ci a une surface beaucoup plus importante que les autres et il semble que chaque chambre ait été obturée après utilisation, comme en témoignent les seuils. Le fait qu'il y ait 6 chambres soulève un certain nombre de questions. Est-ce qu'on prévoit 6 morts d'un coup ou est-ce qu'il s'agit de rajouts au fur et à mesure du temps? Dans le premier cas, alors est-ce qu'on prévoit vraiment 6 morts d'un coup? Genre en même temps, par exemple, je sais pas, un chef et des morts d'accompagnement,
Ou alors peut-être on peut envisager qu'il y ait une sorte de fédération de 6 chefs, 6 clans, 6 tribus, 6 familles qui doivent être enterrés là. Ou alors est-ce que vraiment on reprend la structure au fur et à mesure et on rajoute des chambres, ce qui demande quand même un boulot de dingue. C'est quand même un petit peu moins crédible. Encore une fois, pas de réponse disponible, c'est un peu frustrant, mais c'est là où en est la recherche sur le cairn. Sinon, à peu près à cet endroit-là, au milieu du couloir, il y a un châtaignier qui a poussé. Alors, c'est encore dommage pour la structure du site, mais elle a poussé au-dessus d'échantillons de charbon et ça a eu le mérite de les préserver et de participer à la datation du site. Je vais revenir sur les échantillons qu'on a trouvés, mais avant tout ça, est-ce que vous savez comment fonctionne la datation au carbone 14 ? Eh bien, pour ceux qui se posent la question, le carbone 14, c'est un isotope du carbone, c'est un élément radioactif et sa radioactivité va décroître à un rythme très régulier dans le temps. Et on peut donc s'en servir comme d'une horloge à remonter le temps. En fait, tous les 5730 ans, le taux de carbone 14 va réduire de moitié et grâce à une mesure étalon, on va réussir à s'en servir pour déterminer l'âge d'un corps, d'un morceau de charbon ou d'un objet. Et c'est comme ça qu'on peut dater au carbone 14. Ici, on a trouvé 5 échantillons, tous autour du cairn 2. Donc un premier qui date de moins 280 avant notre ère, ça on peut tout de suite éliminer puisque c'est l'âge de fer et que c'est pas du tout le type d'architecture qu'on retrouve. On a également un deuxième échantillon qui date de moins 2660. Celui-ci, on peut tout de suite l'écarter aussi puisqu'il provient d'une infiltration de terre dans une des chambrettes. On a un troisième échantillon, celui qui vient de sous le châtaignier, qui date de moins 3540. Alors celui-ci, on le garde précieusement puisque ça date du néolithique. Et puis, on va avoir 2 autres échantillons qui proviennent de foyers, donc d'endroits où on a fait du feu tout autour du cairn, et qui datent respectivement de moins 2110 et moins 2030. Donc, comme on a une datation un petit peu plus ancienne, eh ben, c'est celle-ci qu'on va conserver. Et c'est comme ça qu'on donne un âge approximativement à ce site. Donc, vous voyez, c'est avec tous ces petits éléments, au fur et à mesure, qu'on va réussir à dresser l'historique d'un site. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur les méthodes de fouilles archéologiques. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.